Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Et l'actualité, c'est aussi ce matin ce point de non-retour qu'on a peut-être franchi en Arctique. Et pour la première fois, la plus ancienne et la plus épaisse mer de glace s'est fissurée. Et il n'y a plus aucun doute possible, c'est bien le réchauffement climatique qui est en cause. Le célèbre explorateur amoureux du Grand Nord, Nicolas Vanier, est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un explorateur, on le sait. Est-ce que vous arrivez encore à vous enthousiasmer du spectacle qu'offre la nature, ou là, l'inquiétude l'emporte, cette fissure? Est-ce que c'est pas le signe, c'est pas la fissure de trop, c'est pas l'inquiétude? Est-ce que l'inquiétude n'est pas justifié finalement pour tous ceux qui avaient peur pour le... L'enthousiasme, bien sûr qu'il est là, parce qu'il y a encore des choses merveilleuses. Maintenant, il y a eu effectivement une énorme inquiétude, parce que toutes les simulations qui ont été faites par les scientifiques il y a quelques années s'avèrent exactes, et on est notamment sur... justement dans la situation la plus pessimiste qu'ils prévoyaient. On est dans une phase de commencement d'emballement climatique avec des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Il y a ce dossier-là, et puis il y a celui de l'épuisement des ressources naturelles. Vous savez aujourd'hui qu'en 8 mois, on consomme ce que la Terre produit en 12, ce qui conduit inévitablement à une faillite dont vont hériter nos enfants et nos petits-enfants. On est face à une situation absolument dramatique, et puis tout le monde s'en fout. On continue à danser sur le navire, alors qu'on sait qu'on va aller se fracasser contre un iceberg très bientôt, quoi. La démission de Nicolas Hulot, vous la vivez comment? Pour vous, vous comprenez quelque part sa décision? Vous auriez aussi à sa place baissé les bras? Il n'a pas baissé les bras, moi je le prends pas comme ça. C'est regrettable, parce que c'était quelqu'un de compétent et d'engagé. Maintenant, il y a un tel écart entre ce rêve en quelque sorte qu'il avait et cette réalité qui est cette réalité politique, que tout ministre d'État que l'on est, il y a des limites qui sont déjà par la volonté, on va dire, du président, mais même au-delà. Je dirais que Nicolas était entre un entre-deux. Il voulait se présenter à l'élection présidentielle. Imaginons qu'il ait pu proposer et que les Français aient accepté le choix de société. Parce que c'est la question, c'est un modèle global qu'il faut Même à ce niveau-là, je pense qu'il aurait peut-être démissionné de son rôle de président de la République. Pourquoi? Parce qu'un problème mondial, solution mondiale. Pas de solution nationale. Et on l'a bien vu lors de la COP21, toute cette difficulté. Je ne sais pas, moi, je réfléchissais hier, je me disais, il faudrait un référendum mondial. Il faudrait que les citoyens du monde se lèvent. Comment organiser un référendum mondial? C'est la question. Vous savez, l'utopie, c'est la réalité de demain. Comment réaliser un référendum mondial? Mais est-ce que c'est compliqué face à cette situation? Est-ce qu'on est en train de se rendre compte qu'on va rendre le monde tout simplement invivable pour les générations futures? Ce que nous sommes en train de faire, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que nos enfants et nos petits-enfants pourraient nous porter en justice, et alors même qu'aujourd'hui nous savons, vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit vos mots, il n'y a plus aucun doute possible. Aujourd'hui nous savons, et en plus de ça nous avons les moyens. C'est-à-dire que c'est pas une question de volonté, c'est juste une question de capacité. On a les moyens de régler ces deux problèmes. Non-assistance à planète en danger, donc. Exactement. Selon vous, est-ce que, si on revient à l'échelle de la société française, est-ce qu'il faut encore un ministère de l'écologie, ou est-ce que c'est un problème tellement important que tous les ministères devraient être coordonnés pour tous travailler en faveur de l'écologie? Nicolas Hulot lui-même l'avait imposé à un gouvernement précédent, avec un ministre d'État transversal qui avait effectivement autorité sur ces ministères auxquels il a d'ailleurs été confronté, un ministère de l'Agriculture, ministère du Budget, etc. Mais je dirais que même au-delà de ça, c'est un véritable choix de société, c'est un choix d'humanité. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, d'ailleurs Jacques Chirac, et j'y étais, avait proposé à l'Élysée une gouvernance mondiale de l'environnement. On ne peut pas y échapper. Et aujourd'hui, la démission de Nicolas Hulot, elle est aussi de dire, mais attention, à tout ministre d'État que je suis, je n'y suis pas arrivé, il faut se soulever. Se soulever, c'est pas les Français, c'est pas l'Europe, c'est le monde. Alors pourquoi pas un référendum mondial? C'est une idée qui est lancée au micro d'Europe 1. La démission de Nicolas Hulot est intervenue au lendemain d'une réunion à l'Élysée avec les chasseurs. La Fédération des chasseurs qui a de nouveau fait parler d'elle hier en dévoilant son nouveau slogan, les chasseurs premiers écologistes de France. Comment vous vivez ce slogan? Énième provocation, ou vous comprenez le message derrière? Non, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai moi-même proposé à William Schren, Thierry Coste, que j'ai rencontré plusieurs fois, de la Fédération des chasseurs, de la Fédération des chasseurs, de faire en sorte que dans quelques années, pourquoi pas, ils ne puissent pas afficher cela.
Mais aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Il y a des pays dans le monde où les chasseurs sont pas loin d'être les premiers écologistes parce que c'est des gardiens de la nature, c'est des gens qui savent... Vous savez, vous n'allez pas vous faire d'amis avec ce genre de propos. Oui. Ah mais vous savez, moi j'ai tenu des propos sur les loups, sur des tas de sujets. Vous savez, moi les écologistes extrémistes des villes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, c'est pas ma tasse de thé. Moi je vis dans la forêt, je rencontre des bûcherons qui savent prélever des arbres, je rencontre des chasseurs qui savent. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement cette pub c'est une honte parce qu'aujourd'hui les chasseurs en France notamment sont responsables de vrais déséquilibres. Encore une fois, j'ai alerté William Schren, Thierry Coste et même Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a un véritable déséquilibre. Il y a, pour donner un exemple, 15 millions de faisans, de perdrix, de canards qui sont lâchés pour faire du baltrap. Il y a tous ces députés ministres du CAC 40 qui en Sologne font des massacres de sangliers dans des chasses, dans des enclos et qui sont en train de créer une situation qui va faire que la peste porcine, je vous le dis ici au micro, va arriver en France. C'est la responsabilité des chasseurs. Donc avant d'aller faire de la pub dans le métro ou ailleurs, je pense qu'ils devraient déjà régler ces sujets-là et pourquoi pas dans quelques années dire haut et fort, oui, nous participons effectivement à la préservation de la nature. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est le cas pour certains d'entre eux. Merci Nicolas Vanier, je crois que le message est passé. On rappelle, vous sortirez votre nouveau film Donne-moi des ailes avec Jean-Paul Rouve et Mélanie Douté, un film dans lequel il est aussi question évidemment d'écologie et défense de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, Nicolas Vanier.